soir, petite, penchée au bord de ma fenêtre, je me suis fait une promesse, vivre cette vie de tout mon être. Ne jamais laisser filer une seule seconde, ne jamais m'endormir sans avoir tout donné. Ce jour-là, j'ai commencé à courir. Courir pour réussir, pour mériter ma place, pour prouver ma valeur, sans jamais regarder en arrière, sans jamais m'arrêter. Et je cours encore. C'était au début une manière comme une autre de réussir à avancer. Mais très vite, c'est devenu une façon d'exister. J'ai commencé à mesurer ma valeur à ce que je réalisais. D'abord, il fallait sauter des classes, puis obtenir d'excellentes notes, puis intégrer un excellent lycée, une excellente prépa, une excellente école. Sans performance, je n'étais plus rien. Après tout, n'est-on pas ce que l'on fait ? Ralentir, c'était disparaître, et s'arrêter, c'était une défaite. J'ai tissé dans cette vitesse mon identité, et chaque réussite est devenue une preuve fragile de mon droit d'exister. Peut-être que tous ces efforts étaient un moyen de lutter contre l'invisibilité. Après tout, j'ai toujours eu peur d'être oubliée. Comme si pour être, il fallait le mériter. On m'a souvent parlé de ma résilience comme d'une vertu, mais moi, j'y ai longtemps vu une prison. Car derrière l'idée de toujours se relever, se cache une injonction muette, ne pas avoir le droit de s'arrêter. Comme une exigence de performance face à la douleur. Transformer chaque blessure en force, chaque traumatisme en victoire. Avancer coûte que coûte, et à force de célébrer cette capacité, on en oublie ce qu'elle écrase, le droit à la fragilité. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était ma façon à moi d'exister, presque comme un secret que je murmurais. Et je pensais être seule. Puis j'ai grandi, et j'ai rencontré d'autres coureurs de la vie. Dans les grandes villes, dans les couloirs des grandes écoles, tellement de visages tendus vers l'horizon. Des regards fatigués, des épaules crispées, des sourires angoissés. Des individus poussés à performer. Certains, comme moi, cherchaient à exister dans le regard de leurs proches. D'autres étaient poussés par leur seule obsession de l'ambition. Certains couraient à l'instinct, sans vraiment savoir où aller. D'autres vers une ligne d'arrivée clairement tracée. Chacun a sa manière de traverser ses années. La compétition a ses vertus, car elle nous pousse à nous dépasser, mais elle est aussi une pression. À chaque pas, il faut prouver, et prouver encore. Tant d'individus unis par la même peur, celle d'être en retard dans un monde qui ne s'arrête jamais. Alors on s'efforce de suivre, jusqu'à laisser nos rêves s'effacer dans la quête d'une trajectoire qui n'a jamais été la nôtre. Ce rythme effréné nous fait parfois courir la vie d'un autre. Pourtant, nous pourrions essayer de réussir autrement. Accepter de ralentir, de se tromper, de se retrouver, marcher à son rythme et tracer son propre chemin, plutôt que de suivre, le souffle court, les pas d'un trajet qui ne nous appartient pas. Alors moi aussi je courais. Mais j'ai compris que ce n'était pas seulement mon histoire, c'était celle d'une génération. D'une société incapable de s'arrêter, mue par la peur de rater. J'ai compris que ce n'était pas seulement moi, mais que c'était notre environnement. Celui d'un monde qui nous essore, qui nous pousse à accélérer et à accélérer encore. Où la fragilité se cache comme une honte, alors qu'elle est peut-être ce que nous avons de plus humain. Un monde qui répète sans cesse plus vite, plus fort, plus loin. C'est cette année que j'ai compris que mon rapport au temps et à la réussite devait changer. J'ai toujours été convaincue que travailler plus, c'était réussir mieux. Alors j'ai tout donné. Mon énergie, mes temps, mes nuits blanches. J'ai repoussé mes limites partout, plus que jamais. Et en retour, le silence. Aller plus vite ne m'avait pas emmené plus loin. Le à quoi bon s'est installé comme une ombre, et j'étais fatiguée. Fatiguée de moi-même. Car la vitesse seule ne menait nulle part, et que la réussite ne se mesurait ni à la rapidité, ni à la quantité. C'est là que l'idée m'a frappée. Et si je partais à la rencontre de ceux qui avaient choisi de changer de rythme, d'aller plus lentement, de réapprendre à respirer. Alors je suis partie. Pas pour fuir, mais pour écouter. Un mois seul, en train et à vélo. Au départ, je voulais simplement aller plus doucement. Mais très vite, c'est devenu bien plus que ça. La découverte d'une France discrète, rurale, profonde, loin du tumulte des grandes villes. La France de 22 millions de Français. Des petits villages aux vallées silencieuses, en passant par les grandes villes, j'ai voulu mettre en lumière la richesse et la diversité de nos territoires.
les lieux et paysages invisibles aux yeux de ceux qui courent sans cesse en ville, et qui, comme moi, ont toujours habité ce pays sans vraiment le connaître. Ce voyage, c'était l'occasion de redécouvrir mon pays, mais surtout de le découvrir vraiment. Ses rivières, ses montagnes, ses forêts, ses collines. J'arrivais à m'émerveiller devant un rien, que ce soit une gare de campagne, un oiseau en plein vol ou un coucher de soleil. La pluie qui tombait, le tonnerre qui grondait, je trouvais de la beauté dans les choses simples. Quelque part, j'ai compris à quel point le merveilleux résidait dans l'ordinaire. Contempler nous reconnecte à la nature, aux autres, à la vie. Nous rappelle le trésor qui nous a été confié. Nous avons le pouvoir de détruire, mais nous avons aussi celui de protéger. Alors je suis partie m'émerveiller. Et devant cette richesse incommensurable, je manquais pas de matière. À chaque tournant, j'en découvrais un visage différent. À force de partir loin, on oublie de redécouvrir ce qui est tout près. Pas besoin d'avion. Un train et un vélo, c'est bien assez. Le train nous offre nos plus beaux moments d'introspection. Le regard perdu vers l'horizon. On ne peut ni courir ni aller plus vite que lui. Il impose un retour à soi, un ralentissement. Le vélo, lui, offre la liberté. Tout en respectant la planète, choisir son rythme et se rendre là où on le souhaite. Cette liberté, je l'ai aussi trouvée en partant seule. Un mois entier avec juste moi-même et mes pensées. Une solitude choisie, précieuse, pas un vide, mais un espace pour créer. On m'a souvent demandé « Vous partez seule ? Vous n'avez pas peur ? Et vos parents, ils n'ont pas peur ?» Mais être seule n'était pas un poids. J'aimais ces moments où une promenade ou un repas devenait autant d'occasions de découvrir non seulement le monde, mais me découvrir aussi moi. J'étais libre de mon organisation, libre de mon temps, libre de penser sans interruption. Et puis partir seul, c'était aussi rencontrer le monde autrement. Lorsqu'on n'est pas happé par une conversation avec un proche, on voit vraiment les gens. Eux-mêmes se sentent plus libres de nous aborder, de nous partager leurs histoires, de se livrer. Chaque rencontre devient précieuse et on prend le temps de connecter. Être seule m'a permis d'être pleinement présente pour moi et pour les autres, de savourer chaque instant avec une attention que l'on oublie souvent entourée. Alors oui, se balader seule en étant une fille, c'était un défi. Mais c'était une désobéissance douce. Pour la première fois, je m'autorisais le droit de vivre autrement que ce que l'on attendait de moi. C'était aussi un saut dans le vide. Je ne connaissais pas le vélo, je craignais la météo, je ne savais même pas toujours où je dormirais. Mais c'est peut-être ça qui était le plus beau, le bonheur de se jeter dans l'inconnu. On dit toujours que le plus dur, c'est de partir. Mais une fois parti, tout est plus simple. On apprend en faisant. Et c'est dans le vertige de ce saut que la fierté de soi naît, brute et vraie. Ce voyage, je veux qu'il soit un éloge à la spontanéité. Quand on aime tout contrôler, on veut toujours tout planifier. Mais plus les jours passaient, plus je me laissais aller à l'inconnu. Et c'est lui qui m'a le plus marqué. Un chemin découvert au hasard, une rencontre née d'un train annulé. Je n'avais plus besoin que tout soit calculé. Dans cette spontanéité, j'ai croisé beaucoup de visages. Mes voisins de table, mes voisins de train. Des compagnons d'un instant. À Grignan, quand j'étais en difficulté, de filles formidables qui se sont arrêtées pour m'encourager. Dans une montée à 7, Mathieu, un marin qui m'a tendu la main. Ces rencontres, elles n'étaient pas prévues. Et pourtant, ce sont elles qui ont donné toute sa saveur au voyage. Mathieu m'a d'ailleurs beaucoup marqué. Lui a fait un choix radical. Tout quitter du jour au lendemain, son travail, son confort, pour partir vivre sur un bateau. J'ai découvert le bateau et j'ai dit en fait c'est ça que je veux faire. Enfin, j'ai tout quitté, ma vie à terre complète, c'est-à-dire je travaillais pour des très grosses entreprises dans la construction ou dans le commerce. Et puis j'ai dit non en fait je veux pas faire ça, je veux pas nourrir et engraisser le système. Il me racontait comment cette décision, presque prise sur un coup de tête pour s'affranchir des carcans de la société, l'avait conduit à une vie plus libre, plus simple, plus juste. Il n'aurait jamais imaginé ce futur-là. Mais changer complètement de voie l'a rendu plus heureux que jamais. Et qui n'a jamais rêvé de tout quitter ? La beauté du chemin que l'on trace est dans cette mosaïque de possibilités. Et à travers lui, j'ai compris que l'imprévu n'était pas un obstacle, mais une promesse. Le passé peut peser, mais l'avenir, lui, reste à inventer. Parce que chaque rencontre portait sa part de vérité, j'ai appris à écouter. Les silences aussi bien que les histoires racontées autour d'un café. Il y avait des sourires, des regards, de la tendresse. J'ai filmé des silences, des visages,
Des paysages qui, sans éclat particulier, racontaient pourtant une histoire. Et peu à peu, j'ai compris que ce mois tenait justement dans cette étrange simplicité. Il n'y avait plus rien à prouver, mais tout à offrir. Je n'étais plus obsédée par le besoin de réussir. Je n'étais plus personne, peut-être que j'étais tout le monde. Et ça m'a fait un bien fou, d'être juste là, présente, à l'écoute. Pas besoin de mon prénom ni de mon CV. J'ai toujours été fascinée de voir à quel point le poids des attentes, qu'elles soient scolaires, familiales ou sociales, nous a façonnés. Nous apprend à mériter notre place, mais rarement à l'habiter. Partir, c'était se désidentifier, se détacher de l'image que l'on croit devoir toujours contrôler, se rappeler qu'exister ne demande aucune conformité. Je venais ici pour m'oublier moi et pour les rencontrer eux. Et j'ai découvert toutes ces personnes profondément heureuses, loin du tumulte des grandes villes. Leur sourire, leur sérénité, tout évoquait un bonheur simple et vrai. Je n'avais jamais croisé autant de gens apaisés d'être. Ici, tout semblait plus doux, plus calme. Tous me confiaient combien ils se sentaient vivants, loin du vacarme. Et d'arriver là, en fait, on se dit waouh, des vignes à perte de vue, le calme, la vue est assez exceptionnelle. Donc ouais, franchement pour des raisons personnelles, le fait de se retirer un petit peu du centre-ville, on vit quand même nettement mieux, quoi. J'ai eu des enfants, j'ai privilégié la tranquillité. La nature. Ici nous avons la mer, la campagne, vivre dans un petit village où nous sommes tranquilles et en même temps pas anonymes puisque tout le monde se connaît. J'ai vécu à Paris dans la région parisienne où personne ne se parle, personne ne se dit bonjour. Enfin, en tout cas moi dans la région dans laquelle j'étais à Paris, oui, c'était vraiment l'anonymat, quoi. Et au cœur du silence, au milieu des champs, une question m'a traversée. Qui peut vraiment ralentir ? Car tout le monde ne peut pas s'offrir une vie plus douce. Certains courent pour travailler, pour survivre, pour prendre soin de ceux qu'ils aiment. D'autres restent loin, contraints par les circonstances. Et pour eux, la question de ralentir ne se pose même pas. Ralentir peut être un choix, parfois une nécessité, parfois une impossibilité. Et puis il y a ceux qui ont eu la liberté de quitter la ville, de reprendre leur souffle et de retrouver un rythme plus humain. C'était eux que j'étais venue écouter. Ceux qui avaient choisi d'aller plus lentement, pour délaisser la course et savourer le moment présent. Alors ici, le temps semblait flotter. Dans les petits villages, j'ai pu attendre 40 minutes pour un café. Personne ne semblait pressé. C'est là que j'ai compris à quel point Paris ne s'arrêtait jamais. Les gens prenaient le temps de discuter, de se rencontrer, de partager. Les cafés concentraient d'ailleurs toute la vie du village. C'était fascinant de simplement s'asseoir et écouter. C'est dans cette lenteur retrouvée que ma conception de la réussite a doucement commencé à changer. Réussir n'était plus atteindre des objectifs ou accomplir des exploits. Toute ma vie, j'avais associé réussite et résultat. Ce mois m'a soufflé autre chose. On peut réussir autrement, sans performance, sans bruit. La réussite, c'est se sentir bien. Et se sentir bien, ça suffit. En réalité, je crois que je n'avais jamais vraiment entendu le silence. Pas celui des nuits de village, pas celui des routes vides. Et il m'a fait du bien. Parce que c'est dans ce calme qu'on s'entend enfin soi. Loin de la ville, je voyais des gens cultiver leur jardin, nourrir leurs poules et échanger leurs produits en troc. Tout se faisait avec les mains, loin des slides, des pitchs et des idées qui flottent. Tout passait par le terrain. Bernard m'a interpellée alors que je perdais mon regard sur la Loire. Il m'a confié avoir découvert davantage en travaillant dans le jardin d'une paroisse qu'en des années d'études. Mais moi je suis qu'un petit touche à tout, c'est tout. Et c'est en écoutant pieusement, attentivement, les gens qui vivent ici, souvent des gens très très simples, qui paient pas de mine, des vieux grands-pères, tout ça, etc., que j'ai appris les choses. Qu'on apprenait mieux à la sueur du front et des mains. Et j'ai adoré cette philosophie de vie. Réapprendre à apprendre loin des amphis. Mais il ne suffit pas de faire, il faut aussi écouter. Les agriculteurs, les écologistes, ceux qui vivent au rythme des saisons et connaissent la terre et ses secrets. Faire et écouter. C'est là, c'est dans ce va-et-vient entre action et attention que la vraie connaissance prend racine. 3:10 and I'm waking up.
nothing else matters. Bouger, voyager, rencontrer, c'est la plus belle des écoles sans diplôme. Apprendre, c'est finalement être en mouvement. J'ai discuté très longtemps avec Jean-Yves, un ancien sans-abri, qui m'a raconté combien il était important de parcourir la France pour s'ouvrir au monde et aux gens. En testant d'autres modes de vie, en rencontrant des parcours variés, il a trouvé des portes là où tout semblait fermé. À votre âge, je mettais pas de barrière, quoi. Si je voulais partir, je partais. À l'aventure, mais avec une petite sécurité quand même. Mais ça m'est arrivé de partir quand même sans savoir où aller, mais avec un objectif quand même. C'est-à-dire pour améliorer son quotidien, travailler, avoir un peu d'argent, pour assouvir ses passions. Il y a découvert l'hospitalité. Des gens qui l'ont accueilli, soutenu, parfois même offert un travail alors même qu'il était à la rue, qu'il fallait être parti pour revenir et apprécier. Cette main tendue, cette bienveillance, cette hospitalité, elle est précieuse et il faut la protéger. Elle a été mon compagnon de route tout au long du voyage. Les soirées, les dîners, les personnes qui m'accueillaient, tous m'offraient leur confiance dès le premier instant. Il y avait une puissance dans ce don gratuit, sans retour, sans exigence, sans performance. J'ai dormi la plupart du temps chez l'habitant, parfois chez des amis, parfois chez de parfaits inconnus. Ma caméra restait dans mon sac par pudeur, par respect. Car certaines choses ne se capturent pas, elles se vivent. Et c'est dans ces instants silencieux, hors cadre, que j'ai vraiment appris à déconnecter et à respirer pleinement, loin des images et des attentes. Tous ces gens ne m'ont pas seulement ouvert leurs portes, ils m'ont ouvert leur mémoire. Et j'en porte un fragment d'eux en moi. À ceux qui verront ce documentaire, je vous remercie encore 10 000 fois. Je crois que dans ces maisons, dans ces jardins, autour de ces repas se cachait quelque chose qui ressemblait à un véritable chez-soi. Je connais le sentiment de se sentir de passage, de se sentir presque étrangère partout. Mais là, j'ai entrevu ce que voulait dire avoir une famille soudée, unie, où chacun a sa place et s'y sent attendu. Et le fait de se sentir chez soi ne se trouvait pas dans des murs, mais dans des instants. Et ce ne sont pas les grandes scènes que je retiens, mais les micro-moments. Dans une époque où tout doit être spectaculaire ou viral, j'ai choisi de capter l'intraordinaire. On me demande souvent « Quel moment t'a le plus marqué ?» Je ne sais pas. Peut-être ce simple bonjour d'un inconnu, peut-être ce café à 7h30, peut-être cette scène anodine qui m'habite encore, Madeleine, assise dans son jardin, qui était simplement là. Rien ne se passait, elle ne regardait rien, n'attendait rien, mais elle portait une forme de paix, de sagesse que l'on n'atteint peut-être qu'avec l'âge. Il y avait une valeur immense dans sa manière d'habiter le temps. It's burning red, it's burning now. Well, look at the flames, it's burning out. It's turning red, it's turning round. Take a look at my face, one with the flow. J'ai été tout autant marquée par les lieux. Découvrir mon pays me rendait heureuse. À mesure que je traversais les paysages, j'avais l'impression de parcourir quelque chose en moi. À Lisieux, dans un petit café, une phrase accrochée au mur m'a frappée. Le voyageur voit ce qu'il voit. Le touriste voit ce qu'il est venu voir. Être voyageur, c'est se laisser surprendre. C'est accepter de regarder le monde tel qu'il est. J'étais partie sans attente précise et c'est sans doute pour ça que je recevais tout ce que je recevais. On oublie parfois de lever les yeux, de regarder la France telle qu'elle est. De Rocamadour, en pleine diagonale du vide, au phare de Verzenay, gardien lumineux au milieu des vignes, chaque paysage m'a offert une respiration. Nos territoires m'ont rappelé que la beauté est là, juste devant nous, si l'on prend le temps de la regarder. À travers ce voyage, j'ai voulu voir la France sous toutes ses facettes. Pas seulement celle des cartes postales, mais celle des contrastes. La France rurale et la France urbaine, celle des vallées silencieuses et celle des rues animées. Car cette division, elle existe bel et bien. Elle ne se limite pas au kilomètre ou au paysage, elle est à la fois sociale, culturelle et parfois même émotionnelle. Dans les campagnes, j'ai entendu des habitants dire qu'ils se sentaient oubliés, jugés, réduits à des clichés, même perçus parfois comme des arriérés. Comme si vivre loin des grandes villes faisait d'eux des citoyens de seconde zone. Trop souvent, la ville se pense comme la norme, comme si tout ce qui en était éloigné devenait périphérique, presque marginal.
Mais à force de placer la ville comme seule référence, on invisibilise des existences, des savoirs, des territoires qui pourtant forment la colonne vertébrale du pays, car la ruralité porte en elle une centralité immense. Ce que j'ai découvert cet été, c'est une mosaïque. Une pluralité de ruralité, où se mêlent tradition et modernité. Derrière chaque village, derrière chaque visage, se dessinait une France infiniment plus complexe et nuancée. Dans cette diversité, j'ai découvert combien chaque territoire nous apportait quelque chose différemment. Le souffle de l'océan pour se ressourcer, celui des montagnes pour s'évader. Et pourtant, derrière cette pluralité se dessinaient des fractures. L'ombre de la diversité est bel et bien la disparité, et les défis de la France se déclinaient selon chaque singularité. Les visages de ces défis sont multiples, et se révélaient dans l'accès aux services, aux soins, à l'éducation, à la sécurité ou à la mobilité. J'ai pu voir à quel point l'accès à l'éducation et à la culture pouvait être semé d'embûches. Je me suis rendue dans des villages où il fallait 30 km pour accéder à une bibliothèque, et où les trajets pour se rendre au collège dépassaient parfois 1 heure de transport. Chaque trajet leur vole du sommeil, du temps, et parfois même leur chance. Là où le numérique est censé être levier d'égalité, il accentuait cette fracture. Partout en France, la fibre était très inégalement déployée, par exemple en Sologne, et avec elle l'accès aux ressources pédagogiques et aux cours en ligne. L'éducation en milieu rural n'est pas seulement une question d'infrastructure, mais une question de justice sociale. La question de la santé, elle aussi m'a marquée. À Figeac, l'absence de maternité ou la distance de 40 minutes pour pouvoir attendre un service d'urgence m'ont sidéré. Un laps de temps où chaque seconde devient un luxe et où la vie peut basculer. Là où la santé est un besoin vital, 30% des Français sont classés en désert médical. J'ai pu voir que certaines initiatives locales existaient, mais le constat reste alarmant, là où ces actions sont largement insuffisantes face à des décennies de désengagement du gouvernement. Et cette fracture se prolonge dans la mobilité. Sans voiture, se déplacer était un défi quotidien, et parfois il était même compliqué de prendre le train. Problème, ceux qui n'ont pas de permis, qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de scooter ou de vélo, enfin, eh bien, il peut pas aller au travail. Et c'est problématique parce qu'il y a des offres d'emploi. Les initiatives régionales, comme celles que j'ai pu voir en Occitanie, restent malheureusement marginales. Or, la mobilité est un levier d'égalité, et les fractures territoriales, si rien ne change, ne cesseront de s'accentuer. Enfin, l'insécurité. Lorsque je me baladais à Quimper, j'ai pu discuter avec différents commerçants, qui m'ont tous confié subir le comportement de certains, avec une violence palpable et un sentiment de danger constant. Ces réalités façonnent le quotidien des habitants, leur vie, et influencent profondément leur relation à notre pays. Les acteurs locaux doivent résolument être au premier rang. Je pense notamment aux agriculteurs que j'ai rencontrés, dont le quotidien est solitaire et exigeant. L'incertitude économique et les crises s'ajoutent aux défis qu'ils rencontrent déjà, et elles traduisent un malaise plus large, celui de territoires perçus comme délaissés, où les acteurs locaux se sentent oubliés par un modèle économique et politique qui ne répond plus à leur réalité. Le sentiment d'invisibilité est une plaie, et il est urgent de les écouter pour les dirigeants. Écoutez les Français. Écoutez leur réalité pour pouvoir transformer. Moi qui ai toujours voulu faire de la politique à l'échelle nationale, j'ai réalisé au fil de ce voyage l'importance de la politique locale. Elle agit là où la vie se joue vraiment, dans les villages, les communes, les quartiers. Ce voyage m'a montré que la vraie transformation, elle commençait à hauteur humaine, et qu'une petite action locale pouvait tout changer. Une cantine pensée avec les producteurs du coin, un café qui réouvre grâce aux habitants, autant de gestes simples mais puissants, qui recréent du lien. L'objectif premier, c'est de rétablir du commerce, de donner du service aux habitants. Et en fait, ça passe par l'engagement de la commune parce que il est difficile d'avoir un privé qui vienne construire sur la commune pour porter des commerces. Donc, on porte tous les commerces de la commune. On porte aussi de l'habitat parce que c'est compliqué d'avoir des bailleurs sociaux qui viennent sur la commune. Donc, on en fait aussi, nous. C'est pareil pour la partie médicale. C'est-à-dire que si la commune veut arriver à avoir à un moment un médecin, avoir des services médicaux, c'est la commune qui doit le porter. Donc c'est tout l'enjeu en fait. Ici, chaque initiative fait la différence. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu des années à venir. Donner les moyens au territoire d'exister. Car la France est aujourd'hui une beauté fragile. Chacun de ses contours dessine une ambivalence entre résilience et vulnérabilité. Ce que j'ai vu cet été m'a émerveillée, mais m'a aussi inquiétée.
Ce lien humain que j'ai tant aimé risque de disparaître si l'on ne soutient pas les territoires. Cela tient à peu de choses. Un bistrot qui ferme, un médecin qui ne s'installe pas. Cette beauté existe jusqu'au jour où elle ne sera plus. Alors devons-nous aujourd'hui pleurer une France déjà perdue ? Je ne crois pas. Je refuse l'idée d'une France qui se meurt et s'éteint sous le poids des divisions. Elle est peut-être agitée, peut-être tourmentée, mais elle n'est pas à terre. Car au cœur de nos territoires, dans cette France discrète qui bat loin du bruit, il y a une force immense. Et dans ces villages, dans ces gestes simples, réside une part de sa puissance. Retrouver confiance. Non pas dans la nostalgie d'une grandeur passée, mais dans l'envie de bâtir une France exigeante, attentive aux détails, fidèle à ses savoir-faire. Une France qui cherche non pas la vitesse, mais l'excellence. Or, l'excellence ne naît jamais dans l'isolement. Elle se construit dans la transmission des savoir-faire et dans l'écoute des habitants. Elle n'est pas immédiate, mais ce qui prend du temps marque plus fort, plus longtemps. Seul, sur mon vélo, j'ai compris l'importance de la patience. Chaque montée, chaque souffle, chaque paysage qui s'offrait lentement à moi m'apprenait la même chose. Avancer sans brûler les étapes. La lenteur n'était plus un frein. C'était un moteur. Sportivement, ce fut sans doute l'expérience la plus intense de toute ma vie. La chaleur de la canicule, l'effort, la douleur, la fatigue, 30 jours seul, sur la route, à pédaler 40 km en moyenne et jusqu'à 90 parfois. Je n'avais jamais fait de cyclisme, mais il fallait avancer. Et ça, je savais faire. Ce vélo m'a donné ce que le train, à lui seul, ne m'aurait jamais offert. La rencontre. J'ai pu découvrir une liberté immense, celle de voyager à hauteur d'homme. Chaque rencontre était une surprise, chaque détour un cadeau. Et mon cœur battait à tout rompre. Je ressentais une joie pure, comme si chaque seconde me rappelait que j'étais enfin vivante. Le plus frappant a été de revenir à Paris, où je vais vivre désormais. Son tempo effréné, ses klaxons, ses visages pressés. Je retrouvais la ville à l'identique, mais quelque chose en moi était différent. Je me suis demandé si je voulais vraiment vivre ici. Je crois qu'il n'y a pas de bonne réponse à donner. On peut y partir et y revenir. Et ce n'est pas une ligne droite. L'enfance, la jeunesse, l'âge adulte. Chacun de ces moments invite à redéfinir notre lien à la ville et à la campagne. J'aime l'idée de me dire que ce sera un sentiment à un instant T, qu'on n'a pas besoin de tout contrôler. En tant qu'étudiant, on y a les plus belles opportunités. Mais pour plus tard, rien n'est figé. Alors je reviens à Paris, non pas malgré, mais avec tout ce que j'ai vécu. Je croyais devoir choisir entre deux mondes, le bruit ou le silence, l'agitation ou la lenteur, mais j'apprends à les faire cohabiter en moi. J'aime la ville, mais je rêve de silence. Je veux ralentir, mais je cours encore. J'avais 8 ans, et je voulais déjà que la vie ait du sens. Cette petite fille pleine de curiosité et d'audace ne m'a jamais quittée. C'est elle qui m'a poussée à partir, à explorer, à comprendre, à rencontrer. Elle m'a rappelé que l'enfance était notre moteur, que ce que nous voulons devenir commence par ce que nous étions. J'ai toujours voulu que tout soit parfait, j'ai toujours voulu tout donner. J'avais peur de ralentir parce que ralentir, c'est se retrouver. Ce voyage m'a apaisée. Il m'a appris que la quête de la perfection n'était pas un défaut, que c'était le signe d'un désir profond de créer du sens et de se dépasser. Il m'a aussi enseigné que la vie était plus belle, justement, parce qu'on était libre de s'égarer. Alors la volonté de courir partout est encore là, bien ancrée, comme un réflexe difficile à laisser partir. Mais je réalise désormais à quel point c'est sain d'aller plus lentement. Que ralentir, c'est se recentrer, et qu'il faut justement prendre le temps de prendre le temps. Ce voyage, ce n'est pas une transformation magique, c'est une graine qui germe petit à petit. Je suis revenue habiter, de leurs mots, de leurs gestes, et j'emporte avec moi les regards, les paysages, la lenteur, même au cœur de la foule. Voyager, ce n'est pas revenir avec une vérité, c'est revenir avec une boussole, et les réponses comptaient moins que les questions. Peut-être qu'au fond, c'est ça, grandir. Recommencer chaque jour, apprendre à mieux s'interroger. Alors je ne sais pas encore ce que je ferai de tout ça, mais je sais que je l'emporte avec moi. On dit souvent qu'on ne rattrapera jamais le temps perdu. Mais si le bonheur, c'était justement de cesser de le perdre en courant. Parce qu'on a peut-être l'heure, mais eux, ils ont le temps.